Bonjour à tous. Je sais que c'est après le déjeuner, donc il y en a qui vont dormir. Donc de temps en temps, je modulerai la voix et je hurlerai pour vous réveiller. Euh, donc, le- le- je vais me présenter d'abord. Donc je m'appelle Rémi Forax. Je bosse à l'université qui s'appelle l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. C'est à peu près à mi-distance entre Paris et Disneyland Paris. Voilà, on est des petits Mickey. Et je bosse aussi pour une école d'ingénieurs qui est accolée à l'université qui s'appelle l'ESIP. Alors je sais qu'il y en a plein parmi vous qui bossent dans des boîtes. Notre ressource principale, c'est la taxe d'apprentissage. Donc si vous avez de la taxe d'apprentissage et que vous ne savez pas quoi en faire, moi ça me permet de mettre des machines en face des étudiants. C'est quand même une bonne idée. Parce qu'en ce moment, on a un peu trop d'étudiants. Donc je suis Java champion. Ça veut dire je participe à une mailing list où il y a la moitié des trucs qui m'intéressent pas. Sinon, donc j'ai fabriqué des trucs dans Java. Voilà, je fais partie des personnes qui essayent de mettre des choses dans Java avec plus ou moins de bonheur. Donc j'ai fait partie des gens qui ont ajouté les lambdas. On va dire que c'est un truc plutôt positif, non? Ouais. Alors un des trucs que j'ai pas mis, c'est j'ai aussi fait partie des gens qui ont introduit les modules dans Java. Mais je l'ai pas mis. Voilà. Euh, Techniquement, donc je suis un enseignant-chercheur, donc je fais de la recherche. C'est ma recherche principale. C'est comment implémenter le langage dynamique sur des runtimes comme celui de .NET ou la machine virtuelle Java. Et donc principalement sur la machine virtuelle Java. Actuellement, je m'occupe de trois projets au niveau de l'OpenJDK. Donc l'OpenJDK, c'est là où on a toutes les sources. D'accord. Et puis après, vous utilisez des distribs différentes. Mais basiquement, l'OpenJDK, c'est la même chose que le kernel Linux. Pour Linux. Donc je m'occupe d'un projet qui s'appelle Amber, dont le but c'est de rajouter le pattern matching en Java. Un qui s'appelle Valhalla, qui est vachement bien, mais c'est trop compliqué à résumer. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est le but de Stalk. Donc juste pour vous montrer quel est le problème. Si je prends juste un code en Spring 5, qui tient sur le slide, magique, d'accord. Donc c'est juste un truc, je vais chercher dans mon repository de tweet, pardon, avec un find by ID, un numéro de tweet particulier, d'accord. Et si ça marche, je dis OK, si ça marche pas, je dis not found. C'est pas très très compliqué, d'accord. Le code il est impératif, c'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, ma méthode responseEntity.OK elle plante, bah, ça va me dire à cet endroit-là ça a planté. Ce qui est quand même vachement pratique. Euh, voilà le même code si j'utilise les trucs réactifs. Alors, le code il ressemble vachement, je sais pas si vous voyez. Je prends mon tweet repository, mais c'est un tweet repository asynchrone. Mais j'ai aussi un find by ID. Le seul truc c'est que le type qui est renvoyé, c'est pas un optional de machin, c'est un mono de machin. Mono ça veut dire optional réactif en Spring Speech. Et puis après je fais un map, et puis bon, l'équivalent du ORL s'il s'appelle default if empty, je sais pas trop pourquoi. Ils ont décidé de changer le nom. Mais globalement, on peut se dire, ah, ça fait exactement la même chose. C'est vachement cool. En fait, c'est hyper cool. Ils ont vachement bien travaillé, les gens de chez Spring. Parce qu'on écrit quasiment le même code et, oh, magie, c'est réactive. D'accord. Ça vous fait des appels asynchrones. Regardez, hein, on voit la différence dans le type de retour. Si vous regardez le type de retour, on a un mono de machin. D'accord. On renvoie pas une valeur. On renvoie un truc qui, dans le futur, vous donnera la valeur. C'est la même chose que quand on a des promesses en JavaScript et ce genre de choses-là. D'accord, ou des futurs en Java. Donc ça se passe très bien tant qu'on n'essaye pas de débugger. Si tout marche, tout est OK. Dès qu'on commence à vouloir débugger les choses, bah là, ça commence à être très très compliqué. Pourquoi? Bah parce que ma méthode, donc dans le deuxième cas, le responseEntity de point OK, cette méthode-là, si jamais ça plante, dans le cas où c'est réactif, bah c'est pas appelé à l'intérieur de mon get
tweet by ID, d'accord? Puisque j'ai renvoyé mon objet mono, c'est l'intérieur de Netty ou n'importe quel, je sais pas quel est ou Tomcat ou ce genre de truc là, qui va vous rappeler et qui va planter. Ça veut dire que si vous regardez les stack traces, bah c'est juste n'importe quoi. Vous n'avez aucune idée de là où ça vient. Voilà. En même temps, vous avez des yeux pour pleurer. Donc, l'idée du talk qu'il y a derrière, c'est comment on fait pour que on récupère des stack traces correctement. Donc pour ça, on a un nouveau projet qui est relativement récent. Alors je dis nouveau, il doit avoir, je crois qu'en juillet il aura 2 ans, donc c'est plus si nouveau que ça. Donc on a un projet tissage, si on le fait en français, Loom en anglais, dont le but est de rajouter des fibers et des continuations. Merci de m'avoir écouté, j'ai fini. Donc vous pouvez les regarder là, et vous trouverez de la doc presque à jour sur comment ça marche, mais bon, je vais vous expliquer quand même, c'est un peu mieux. Donc j'ai décidé de faire des démos. Alors je veux la participation de la salle pour les démos. D'accord? Attention, il va falloir que vous corrigiez le code parce que j'ai tendance à taper des conneries. Déjà, est-ce que vous arrivez à voir? Ouais, ça a l'air de marcher. Donc qu'est-ce que rajoute Loom? Loom, ça rajoute un objet qui s'appelle JavaLang continuation. Vous voyez ma deuxième ligne là? D'accord? On va dire que les scopes, ça n'existe pas, c'est trop compliqué, on s'en tape. D'accord? Donc j'ai un objet continuation. C'est quoi mon objet continuation? C'est la même chose qu'une fonction. Techniquement, ça prend un runnable. Le truc là, c'est un runnable. D'accord? C'est la même chose qu'une fonction, mais on peut la suspendre quand on a envie. C'est-à-dire on peut arrêter l'exécution. Et comment on suspend les choses? Alors la méthode s'appelle yield. Dans pas longtemps, elle va changer de nom, mais pour l'instant, elle s'appelle yield. D'accord? Donc en fait, si j'exécute le code qui est ici, d'accord, je vais vous le montrer. Si j'exécute le code qui est ici, alors, je vous montre à côté du code. Ça fait un beau hello devfest, parce que ici j'ai fait continuation.run. Donc ça saute ici. Ça saute dans mon hello devfest. D'accord? Après, je fais un yield. Ça fait quoi yield? Ça arrête l'exécution de mon runnable et ça revient juste après le continuation.run. Donc c'est pour ça que ça affiche restart. Et puis après, quand je fais run, ça redémarre la continuation à l'endroit où j'étais. Donc juste derrière le yield. Et c'est pour ça que ça affiche le I'm back. D'accord? Donc c'est assez cool comme truc. Et je viens de vous montrer que ça marche. D'accord? Donc c'est quoi une continuation? C'est un truc qui wrap un runnable ou un callable. D'accord? Et si on regarde, j'ai plusieurs points d'entrée. J'ai mon premier point d'entrée quand je commence à exécuter les choses. D'accord? Et je peux revenir dans le cas, enfin juste derrière un yield. D'accord? Donc en dehors de la continuation, je peux faire des continuations pour run, enfin point run, à chaque fois que je veux démarrer ma continuation et à chaque fois que je veux la redémarrer. Et à l'intérieur de ma continuation, à l'intérieur de mon runnable, je peux faire un yield, d'accord, pour pouvoir sortir de ma continuation et je retombe dans le run. C'est cool, non? D'accord? Pourquoi on veut ça? À quoi ça sert d'avoir ce mécanisme-là? Si on regarde historiquement, si je veux faire ce genre de choses-là, je vais avoir tendance à utiliser des threads. Si j'utilisais des threads, j'ai un peu le même genre de mécanisme. D'accord? Si je regarde les threads, la façon dont c'est implémenté dans la machine virtuelle en règle générale, ça partage le même espace mémoire. D'accord? J'ai des locks qui sont vachement rapides. Vous savez ça? Les locks qui sont gérés par la machine virtuelle, ils ne sont pas gérés par l'OS. Donc j'ai pas de switch de contexte quand je suis en train d'utiliser mes locks. Je reste à l'intérieur de mon environnement user. D'accord? Mais je ne peux pas créer autant de threads que je veux. D'accord? J'ai deux raisons principales pour lesquelles je ne peux pas faire ça. Premièrement,
chaque thread a sa propre stack, d'accord, c'est sa propre pile qui est préallouée. Donc même si les piles elles sont petites en Java, elles font souvent 1 méga. Donc c'est ça qui fait que je peux pas avoir beaucoup de threads. C'est juste que si je fais 1 méga fois beaucoup, bah, je vais consommer des gigas. Et bah, ça veut dire que je vais consommer des gigas juste pour démarrer des threads. Pour rien faire dans mon application, juste démarrer les threads. D'accord? Donc la plupart du temps, on va démarrer 10 000, 20 000 threads, grand max. On va pas pouvoir faire beaucoup plus. Juste parce que j'aurai pas assez de mémoire. L'autre gros problème, c'est que les threads, elles sont schedulées par l'OS. Si les threads, elles sont schedulées par l'OS, ça veut dire que j'ai au moins un switch de contexte pour aller vers l'OS. D'accord? Donc ça, c'est pas très performant. Donc j'ai fait des beaux dessins. Notez mes roues dentées, ça veut dire est schedulé par. D'accord? Ouais, je suis pas fort en dessin. Donc j'ai mes threads, T1, T2, T3. Elles peuvent discuter entre elles en utilisant la mémoire. Dès que je veux utiliser des locks, je parle à la VM. Et ces threads, elles sont schedulées par l'OS. D'accord? Si je regarde mon modèle de continuation, l'idée c'est de dire, bah, en fait, à l'intérieur d'une même thread, si vous regardez T2 là, à l'intérieur d'une même thread, je peux avoir plusieurs continuations. Elles ne s'exécuteront pas en parallèle, puisque ma thread, elle va être sur un cœur. D'accord? Mais par contre, je vais pouvoir démarrer une continuation, arrêter la continuation, en démarrer une autre, et faire ce genre de choses-là. Donc basiquement, faire mon scheduling, mais cette fois-ci, au niveau de ma machine virtuelle. Ou au niveau, alors je dis machine virtuelle, ça peut être au niveau d'une API, au niveau d'un framework, et ce genre de choses-là. D'accord? Donc ça veut dire que si je veux réimplémenter un framework d'acteurs à la AK par exemple, je vais pouvoir réutiliser ce mécanisme-là et moi-même scheduler les choses de la façon dont j'ai envie. D'accord? Parce que les acteurs, quand on m'en envoie les messages, si j'envoie un message à quelqu'un, bah, vaut mieux que je le schedule. Donc finalement, j'ai plus d'informations. Ma machine virtuelle, d'accord, mon environnement d'exécution a plus d'informations que mon OS. Parce que mon OS, il n'a aucune idée que je viens d'envoyer un message à un truc. Donc c'est ça basiquement l'idée. Mais on peut se dire, mais en fait ça existe déjà ces trucs-là. C'est la même chose que les async await quand on est en C#, d'accord, ou en JavaScript. C'est la même chose que les async await en Kotlin. D'accord? Vous connaissez ces trucs-là? Donc je vais vous faire une petite démo de comment ça marche en Kotlin. Alors c'est juste que Kotlin ça marche sur la machine virtuelle, donc j'aurais pas besoin de switcher beaucoup de contexte. Donc je vous fais une petite démo de comment ça marche en Kotlin. Donc, pardon. Je commence déjà à écrire le code. C'est pas bien. T'as mal préparé ta démo. On fait semblant que je suis en train de rien écrire là, d'accord? Juste 10 secondes. Je vous montre un exemple. Hop. Pour ceux qui n'ont jamais fait de Kotlin, Kotlin c'est la même chose que Java mais il n'y a pas de point virgule. Si vous regardez. Voilà. C'est un peu plus que ça. D'ailleurs, c'est un des trucs qui est intéressant, c'est on va voir qu'est-ce que c'est réellement Kotlin. Mais l'idée c'est la suivante. Je vais avoir un mot-clé async. Donc notez async entre accolades, c'est la même chose que si j'appelais une fonction, enfin ou une méthode statique async, et que je lui passais une lambda correspondant au truc. D'accord, ça fait la même chose. Donc j'ai un mot-clé async. D'accord, et dedans j'attends avec le délai 1 seconde. Donc j'en ai créé 2. D'accord, je les ai mis dans une liste. Et puis j'appelle await sur chacun. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand j'exécute le code. D'accord. Alors ça m'envoie bien 1, 2 comme résultat. Et ça affiche aussi un temps. Alors si vous regardez ici, ma fonction temps, elle prend le current time millis avant, le current time millis après. Et puis elle fait le moins entre les deux. D'accord, elle n'est pas... elle n'est pas très compliquée. Mais notez le temps qui a été affiché, c'est seulement 1 seconde. D'accord, j'ai schedulé 2... alors, en Kotlin, on appelle ça des deferred.
j'ai schedulé 2 d'effets RAID, d'accord, en leur disant à chacun t'attends une seconde, et je me rends compte que ça n'a pas attendu une seconde l'un derrière l'autre, mais ça a attendu une seconde en parallèle, d'accord. Donc j'ai déjà ce mécanisme-là qui existe en Kotlin, d'accord, grâce à mon mot-clé async ici. Ce que je veux vous montrer, c'est les limitations qu'on a. Maintenant, supposez que je me rende compte que ce code-là ressemble énormément à ce code-là. D'accord? Je vais vouloir partager le code. Basiquement, ce que je veux faire, c'est à l'intérieur de mon bloc async, rappeler une autre fonction. Donc pour ça, je vais écrire du code. Donc c'est là que j'ai besoin de vous. D'accord? Je vais écrire une fonction, parce que en Kotlin, c'est fun. On écrit des fun. Je l'appelle doit parce que j'ai aucune idée de comment je vais l'appeler. Je suis nul en... Et donc, elle doit prendre en paramètre une string. Alors notez en Kotlin, c'est comme en Scala, c'est inversé. D'accord? C'est pour les anglais, c'est des romaines patrouilles, c'est pas des patrouilles romaines. Mais ça marche pareil. À la fin, je vais renvoyer une string. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est purement recopier le code qui est là, ici. Et faire un return S. Et bien sûr, ça marche pas. Je m'y attendais, hein, celle-là. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, attention, ma fonction delay ici, d'accord? Elle est un peu bizarre parce que, basiquement, elle peut s'arrêter et reprendre. D'accord? C'est comme mon yield de tout à l'heure. Ma fonction delay, elle peut s'arrêter et reprendre après. Et si je fais ça en Kotlin, alors ça veut dire que je dois annoter, d'accord, je dois annoter ma fonction avec le mot-clé suspend. Faut que je dise, attention, à l'intérieur de ma fonction, j'ai une fonction particulière, delay, d'accord, et cette fonction particulière-là, elle-même, elle peut être suspendue. Donc le fait que delay puisse être suspendu fait que doit doit aussi déclarer attention, je peux être suspendu. D'accord? Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, il vous a fait une erreur. Alors, j'ai pas cliqué sur le corrige tout seul, mais il s'est corrigé tout seul. D'accord? Mais en fait, c'est affreux, ça. Est-ce que tout le monde voit que c'est affreux? Alors, c'est pas affreux quand j'écris 3 lignes de code. C'est affreux dans la vraie vie. Pourquoi? Bah parce que maintenant, je suis en train de séparer mon monde en deux. Le monde des fonctions qui sont annotées avec suspend, que je vais pouvoir utiliser à l'intérieur des async, et mon monde des fonctions normales, que je ne vais pas pouvoir utiliser à l'intérieur des blocs async. D'accord? Ça veut dire que moi, en tant que développeur d'une librairie Kotlin, va falloir que je me pose la question, est-ce que je dois écrire suspend ou pas devant toutes les fonctions? D'accord? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont me loguer des bugs en disant, Duglan, il faut que cette fonction-là, elle y ait suspend devant, parce que moi, j'en ai besoin. D'accord? Basiquement, on est en train de dire, bah maintenant j'ai 2 sortes de fonctions, j'ai les fonctions rouges et les fonctions bleues. Les fonctions rouges, elles marchent avec les fonctions rouges, les fonctions bleues avec les fonctions bleues, mais elles ne marchent pas entre elles. Alors c'est pas complètement vrai, parce que ici, techniquement, à l'intérieur d'un async, je peux écrire des fonctions qui ne font pas de suspend. Mais par contre, je ne peux pas écrire un truc qui lui-même appelle un suspend. D'accord? Si je prends en paramètre une lambda, et que cette lambda-là, elle fait un suspend, alors ma fonction qui est prise en paramètre, elle doit faire un suspend. Donc peut-être que ça veut dire qu'il faut que j'écrive 2 fonctions. D'accord? Donc c'est vraiment pas terrible. Alors notez, je vous le montre le truc en Kotlin, on a le même problème en C#, on a le même problème en JavaScript. En JavaScript, on met une étoile derrière le nom de la fonction pour dire suspend. Mais ça revient strictement au même. D'accord? Maintenant, si je fais exactement la même chose en Java, comment ça marche? Donc, je reviens sur mon truc, j'arrête de faire du Kotlin, et je fais du Java. Donc, je vous ai mis l'exemple ici. Alors, notez l'exemple, comment ça marche. On va faire un fiber.schedule, c'est l'équivalent du async.
D'accord, je vais vous expliquer après la différence entre les fibers et les continuations. Donc j'ai un fiber.schedule, qui est l'équivalent de mon async. D'accord, c'est join que je vais utiliser, là, fiber.join au lieu de await, mais ça revient strictement au même. Si je lance ce code-là, j'ai le même comportement. D'accord. Et regardez ma fonction doIt ici. J'ai pas de suspend. Mais j'ai des checkés d'exception. D'accord. Vous avez déjà fait des streams. Vous avez vu le problème quand je fais un map et que dans mon map, j'ai une exception? C'est la merde, ouais. Et ben c'est quoi le mot-clé suspend en Kotlin? Exactement la même merde. D'accord? Les checkés d'exception en Java, on est en train de fabriquer deux mondes. Le monde sans checké d'exception, avec mes fonctions sans checké d'exception, et mon monde avec mes fonctions avec des checkés d'exception. Ah, je voudrais faire un petit sondage. Qui pense qu'on doit virer les checkés d'exception en Java? Seulement, vous dormez tous les autres. J'avais dit que je criais pour vous réveiller. Ouais, je sais pas bien crier, c'est presque comme Chewbacca. D'accord? Donc c'est pas complètement super bien en Java, parce qu'on a ces histoires de checkés d'exception. Mais le but, enfin mon but secret, zut, je dois pas dire les buts secrets, mais un des buts secrets, c'est de virer les checkés d'exception. C'est de dire basiquement au compilateur, il n'y a plus de checkés d'exception, me fais pas chier. Et ça rendra pas Java moins sûr. Tous les autres langages, d'accord, Kotlin, ils n'ont pas de checkés d'exception, ça rend pas Kotlin moins sûr. D'accord, donc juste pour vous expliquer, c'est quoi une fiber? Donc une fiber, c'est aussi un truc qui wrap un runnable et un callable, mais c'est schedulé par un exécuteur service. Ça ressemble beaucoup à une thread en fait, une fiber, si on regarde. C'est schedulé par un exécuteur service. Par défaut, si vous en mettez pas, ce qui est mon cas dans l'exemple, je n'avais pas mis d'exécuteur particulier. Dans ce cas-là, ça utilise l'exécuteur du fork join pool. D'accord, c'est celui qui crée autant de threads que j'ai de cœur, basiquement. Et comment ça marche une fiber? Bah, une fiber, ça s'exécute jusqu'à temps que j'ai un appel bloquant. Et quand j'ai un appel bloquant, au lieu de bloquer la thread, ça yield. Vous vous souvenez, on a vu yield. Ça veut dire que je m'en vais. Et donc, comme je m'en vais, bah, ma thread, elle peut faire autre chose. Elle peut prendre une autre fiber du pool de fiber et continuer l'exécution. D'accord? Au moment où le délai il sera passé, bah, je redemanderai à ma fiber de se rescheduler sur le pool de fiber. Donc ça marche comme des threads, sauf que je ne paye pas le coût du fonctionnement des threads. D'accord? Dès que j'ai un appel bloquant, ma fiber va yielder. D'accord? Je vais faire un yield directement. Et ma fiber reviendra dans le pool de thread dès que je pourrai faire l'opération. Donc si c'est l'équivalent d'un sleep, bah, c'est au moment où le temps il sera dépassé. Si c'est un read ou un write, c'est au moment où je pourrais écrire ou où je pourrais lire. D'accord? Si c'est des locks, c'est au moment où une autre thread aura rendu le lock. Et ce genre de choses-là. Ça veut dire que finalement, tous les appels bloquants, bah, ils ne sont pas vraiment bloquants. Ils sont bloquants quand on lit le code. C'est-à-dire on a l'impression de lire du code comme du code bloquant. Mais techniquement, l'exécution est asynchrone. Et là, c'est super génial, parce que je suis en train d'écrire du code asynchrone sans écrire du code asynchrone. C'est-à-dire sans tous les problèmes de réactive, machin, truc bidule, du truc asynchrone. D'accord? Alors, comme en règle générale, je fais des présentations où je montre du bytecode, il faut quand même que je montre du bytecode. Donc, comment ça marche en interne? D'accord, ce truc-là. Et on va déjà voir comment ça marche en Kotlin. Donc vous vous souvenez, ma super fonction doIt avec un suspend devant, avec deux lignes. Je veux vous montrer quel est le bytecode correspondant. C'est pour ça que j'ai choisi Kotlin, parce que on voit, d'accord, quelle est la traduction qui est effectuée. Ce qui n'est pas le cas en JavaScript. Les moteurs de JavaScript, ils crachent que de l'assembleur. Si on fait débugger, c'est pas terrible. Donc voilà quel est le bytecode. Attention, roulement de tambour.
Voilà le bytecode. Je vous rappelle, il y a deux lignes. Ah pardon, c'est que la moitié du bytecode. Voilà l'autre moitié du bytecode. Et si vous notez, il y a des trois petits points, j'en ai eu marre. Alors je vous ai écrit plus ou moins à quoi ça correspondait en Java. D'accord? Ça correspond plus ou moins à ça. J'ai ma fonction doIt. Donc les fonctions en Kotlin, c'est des statiques en Java. D'accord? Notez qu'elle prend ma string que je lui envoyais et elle prend un paramètre supplémentaire, qui est un objet continuation. Alors c'est quoi cet objet continuation? Bah, si on regarde, j'ai la classe juste au-dessus qui dit ce que c'est. C'est une classe qui n'a pas de méthode et qui contient que des champs. En fait, c'est un objet dans lequel je vais pouvoir stocker des valeurs. D'accord? Tout le code du if, else, machin, c'est juste un truc qui dit, bah, si j'ai pas l'objet continuation de façon lazy, je vais l'allouer. D'accord? Sinon, j'en ai déjà un qui traîne et je le récupère. C'est ce que ça fait. Et j'ai un beau switch. Vous voyez tous le switch là? D'accord? Je prends le case 0, parce que si je regarde mon label, par défaut, il est initialisé à 0. Et donc, je vais stocker dans $0s. Et après, je vais faire un delay.kt. Donc ça, c'est le nom de la classe qui contient la méthode statique delay. D'accord? Bah, comment ça marche? Dès que j'ai une méthode qui peut être suspendue, d'accord, le compilateur de Kotlin, il va dire attention, d'accord, cette méthode-là, elle peut faire l'équivalent d'un yield. Comment on fait un yield? Bah, c'est assez simple. Je prends toutes mes variables locales, je les sauvegarde dans le tas, donc je les sauvegarde dans un objet continuation, d'accord, dans les champs. Toutes mes variables locales, alors là, les variables locales, j'en ai qu'une, hein, j'ai que ma string. D'accord? Et après, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais l'équivalent d'un yield. Alors en Java, comment on fait un yield? Comment on dit j'arrête de faire tout ce que je suis en train de faire? Bah, on pète une exception. Hein. D'accord? Donc c'est exactement ce que fait Kotlin. Si vous regardez le code de delay, alors je ne l'ai pas mis parce qu'il est gros, mais... D'accord? Le code de delay, qu'est-ce qu'il fait? Il pète une exception, et dans l'exception, j'ai mon objet continuation. C'est-à-dire que je pète une exception, mais qui contient, d'accord, le contexte de là où j'en étais. Et donc après, d'accord, une fois que le délai est passé, je vais pouvoir reprendre les valeurs qu'il y avait à l'intérieur de mon objet continuation et revenir dans le code. Donc réexécuter doIt, cette fois-ci avec l'objet continuation qui contient les valeurs. D'accord? Notez que avant de faire delay, j'ai changé la valeur du label. Donc ça veut dire que dans mon switch, je ne vais plus exécuter le case 0, je vais exécuter le case 1. D'accord? Et je vais continuer l'exécution du code. Alors là, techniquement, dans mon code, je fais juste un return. D'accord? Notez que le compilateur, il ne sait pas si l'exception, elle va péter ou pas. Parce qu'il ne sait pas si c'est juste un delay de 0 ou... Enfin, quand c'est des reads et des writes, il ne sait pas si mon opération, on ne peut pas la faire tout de suite. D'accord? Donc il ne sait pas si l'exception du yield, elle va être pétée ou pas. C'est pour ça que vous avez deux fois le code qui est dupliqué. Vous l'avez une fois ici, dans le cas où ça n'a pas été suspendu, et une fois là, dans le cas où ça a été suspendu. D'accord? Dernière chose qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi on a des castes. Vous voyez les castes en string là? Je veux dire, c'est stupide, un doIt il prend une string, donc le compilateur il sait que c'est une string, puisque c'est une string. D'ailleurs il le dit, c'est une string. Mais par contre, quand il est dans le switch, il a oublié que c'était une string. D'accord? Ça vient du typage, du type qui est ici. Ici, il ne me l'a pas typé comme une string, il me l'a typé comme un object. D'accord? On peut se dire, mais il est con, pourquoi il écrit pas string dedans? Ah, quelqu'un qui a déjà fait du Kotlin, pourquoi? Eh ben c'est parce que les développeurs de Kotlin, d'accord, ils avaient vachement peur que, en développant leur langage, ça aille moins vite que Java. Donc comment on fait pour garantir que ça ira aussi vite que Java? Bah, le truc le plus simple, c'est de dire, toute ma génération de code, je vais la faire par JavaC. Comme ça, bah, ça va aussi vite qu'en Java, je génère du Java, basiquement. Donc c'est ce que fait le compilateur de Kotlin. Le compilateur de Kotlin,
il vous génère des arbres correspondant à du Java. C'est comme si vous générez du Java en interne et qu'après il réutilise le Java pour générer le bytecode. D'accord? Donc ça veut dire qu'en Kotlin, je suis limité par l'expression de tous les trucs que je peux écrire en Java. D'accord? Et dans le cas de ma coroutine ici, c'est un type paramétré, j'ai des chevrons, et mes chevrons ils vont être érasés en object, et donc j'ai les castes qui vont apparaître. D'accord? Donc c'est un des trucs qui est assez marrant, on voit aussi comment est implémenté le langage. D'accord? Donc c'est quoi l'idée du async await en Kotlin? Basiquement on fait une transformation qu'on appelle une transformation en machine à état. D'accord? Il y a plein de littérature sur exactement comment on fait la transformation. On est en train de transformer du code qui s'exécute comme ça en un code avec des switches. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir plusieurs points de réentrée dans le code. D'accord? La première fois, ça sera le début de la fonction. Mais si, basiquement, j'ai l'équivalent d'un yield, bah après, je vais repartir juste après mon délai. D'accord? Donc l'idée, c'est on prend toutes les variables locales, on les stocke dans des champs. D'accord? Notez que le truc est un peu débile, il stocke des variables même si on n'en a pas besoin. Donc le code pourrait être légèrement amélioré. Ça génère énormément de bytecode, hein, vous avez vu que ça générait plusieurs pages de bytecode. D'accord? Et comme Kotlin utilise comme backend JavaC, bah on a les mêmes limitations que JavaC. Et donc entre autres que les types paramétrés, d'accord, vont être transformés en cast. Donc on a pas mal de cast. D'accord? On peut se poser la question maintenant comment ça marche en Java avec le projet Loom, d'accord, que je vous ai montré, avec les fibers. Où on a vu qu'on n'avait pas besoin d'écrire les suspended. Donc comment ça marche avec le projet Loom? Bah, c'est vachement facile. Comme c'est la machine virtuelle qui fait les choses, quand je yield, bah, je recopie tout mon stack frame dans la mémoire. D'accord? Donc ici c'est mon main qu'appelait run. Bah, je vais recopier tout mon stack frame dans la heap ici. D'accord? La machine virtuelle elle a le droit de faire ce genre de bêtises là. Bien sûr c'est difficile à écrire en Java. D'accord? Et quand je reschedule quelque chose, quand je fais un run, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, l'idée c'est que je vais reprendre mon stack frame et le remettre, d'accord, au niveau du stack frame qui est exécuté par la thread. Donc je recopie dans l'autre sens. Alors techniquement la VM essaye de faire un algo un poil plus Yux qui est de dire bah, souvent je risque d'avoir des boucles dans lesquelles j'ai des yields et ce genre de choses là. D'accord? Donc ça sert à rien que je copie tout le stack frame. Je vais essayer de regarder quel est le code et d'essayer de déterminer de combien de stack frame j'ai besoin. Donc je recopie pas tout, par exemple je recopie que la dernière frame ici du stack frame. Et comme je peux me planter, je mets ici un truc particulier qui est une page qui est protégée en lecture. Comme ça, si jamais je descends en dessous en faisant un return, ça va me planter à la gueule en disant ah, faut que tu recopies les autres bouts de stack frame qui manquent ici. D'accord? Donc ça c'est juste pour le fun. Mais basiquement, c'est la machine virtuelle qui va copier les stack frames. Donc on peut se dire, bah ouais, mais c'est la même chose que les threads finalement. Si j'ai 1 million de fibers, je vais me retrouver avec 1 million de trucs dans la heap. Mais c'est pas la même chose que les threads, parce que les threads, je pré-réserve, d'accord, le stack maximum que je peux avoir. Là, ici, je paye uniquement pour ce que je consomme. D'accord? C'est ce qui fait que ça tient. Donc si je compare un peu, c'est quoi la différence entre des fibers et des threads? D'accord? Alors les fibers, on appelle ça aussi des delimited continuation, parce que c'est pas une continuation sur tout le truc, mais c'est une continuation à partir du moment où je fais le premier run. D'accord? La grosse différence, c'est que j'ai pas de contexte switch au niveau de mon OS. D'accord? J'ai pas, quand j'ai un appel bloquant, alors je fais un contexte switch pour exécuter une autre thread. Je repasse pas en mode kernel pour ce genre de choses-là. D'accord? C'est la première différence. Et la deuxième, c'est que j'ai pas besoin de réserver de la heap en avance. C'est qu'au moment où j'ai besoin des choses. Hein, ça veut dire entre autres que si je yield pas, je sauvegarde jamais ma pile.
ça arrive hein, quand on fait des reads et des writes, comme le réseau il va super vite, on a des fois déjà les données et on n'a pas besoin d'être réellement synchrone. J'ai déjà les données qui sont là. Je peux directement lire, je vais pas faire de yield. D'accord? Donc je voudrais vous faire une autre démo avec un proxy TCP. D'accord? Juste pour vous montrer un exemple un peu plus, où il y a un petit peu plus de code. Alors pour ça j'ai besoin d'ouvrir le port numéro 7. Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert le port numéro 7? Bah alors? Le port numéro 7, quelqu'un sait? Vous connaissez 80? Ok. Un autre que 80? D'accord, oui, 443, ok. Donc, et je vais prendre mon autre truc ici. Donc, c'est quoi un serveur web écrit en Java? Enfin, pas un serveur web, un proxy TCP écrit en Java. Bah, c'est juste un truc qui se connecte d'un côté et qui va lire et écrire de l'autre côté et vice versa. D'accord? Faut que je lise d'un côté et que j'écrive de l'autre, et il faut aussi que je lise de ce côté-là pour écrire de l'autre. D'accord? Donc je peux l'implémenter avec deux threads, une qui va lire sur le client et écrire sur le remote, et une autre qui va lire sur le remote et écrire sur le client. Je ne vais pas vous montrer le code, mais c'est basiquement ce que ça fait. D'accord? Et j'ouvre mon truc sur le port 7, donc mon remote il est sur le port 7, et je suis en local sur le port 7777. Donc j'exécute mon code, et si je fais un localhost sur 777, que j'envoie Toto, voilà à quoi sert le port 7. Ça renvoie ce que vous lui envoyez. Testez pas dans la vraie vie, personne n'ouvre le port 7. En fait, je vais taper sur une machine à la fac. Quel port 7 d'ouvert juste pour la démo. Enfin bon, bref. Alors là, c'est pas très impressionnant, hein, puisque j'ai créé deux threads. D'accord? Si on regarde le code qui est exécuté, je vois bien que j'ai une thread 0 et une thread 1. Un qui lit les données d'un côté et écrit de l'autre, et l'autre qui fait le même truc, mais vice versa. Le truc que je veux vous montrer, donc là je vais faire un beau CTRL D, notez qu'il s'arrête, ici. Le truc que je veux vous montrer, c'est le même code, mais avec des fibers. Comment ça marche quand j'ai des fibers? Bah avec une fiber, ce qui change, c'est pas du tout ça, hein, pas le code qui fait les reads et les machins, c'est toujours le même runnable avec client remote, remote client. C'est toujours exactement le même code. Ce qui change, c'est juste ce morceau de code là. D'accord? Donc je vais prendre un exécuteur et je vais juste dire à mes fibers, schedule-moi ces fibers sur cet exécuteur là. D'accord? Alors pour la démo, j'ai créé un single thread executor. D'accord? Ça sert pas à grand chose si ce n'est pour la démo, pour voir que techniquement j'ai qu'une seule thread. Et donc si j'exécute ici mon code, d'accord? Je relance mon truc, j'écris toujours Toto, et hop, et là je sais pas si vous voyez. D'accord? J'ai qu'une seule thread, poulain thread 1, pour mes deux fibers. D'accord? Et là ça commence à être hyper intéressant. Parce que regardez mon code, j'ai juste changé en disant non je fais pas new thread, je fais fiber.schedule. Et je change strictement rien d'autre au code. Et mon code maintenant il utilise moins de threads. D'accord? Je peux garder exactement le même code sans rien changer. Et hop, ça marche. Alors bien sûr, il y a de la magie quelque part. D'abord, je vais vous montrer que c'est pas fini, qu'il y a des bugs. Quand on fait CTRL D ici... Ah merde, ça marche. Non, ça marche pas, regardez, le truc il tourne encore. Vous avez vu qu'il tourne encore? Donc il a bien reçu -1, mais il n'a pas fait le close asynchrone de la socket. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a juste pas fini de l'implémenter, hein. C'est pas un vrai bug.
C'est juste pour vous montrer que c'est toujours un work in progress. D'accord? Ah, il y a un autre truc que je voudrais vous montrer, c'est comment ça marche en fait, en vrai, la magie. Si je reprends mon exemple de async ici, d'accord? Qu'est-ce qui fait que ça marche alors que j'ai utilisé thread.sleep? C'est facile, on fait CTRL-clic et on va voir dans le code. Donc comment ça marche sleep? Blablabla, blablabla. Ah, on a du code qui va commencer par dire: est-ce que toi, courant, tu es une fiber? Ah, si tu es une fiber, d'accord, blablabla, blablabla, je vais faire park nano. Et ça fait quoi park nano? Blablabla, blablabla. Où est-ce qu'il est? Yield. Ha! Fiber.yield. D'accord? Donc techniquement, c'est quoi les fibers? Bah, les fibers, c'est quelque chose qui contiennent une continuation. Et dès que je fais un appel bloquant, d'accord, au lieu de bloquer la thread, puisque je suis une fiber, je vais yielder. D'accord? Donc, freezer le code que je suis en train de faire, le sauvegarder dans la heap, d'accord, et pouvoir faire autre chose. D'accord? Et quand le temps sera dépassé, c'était tout le blablabla que je vous ai montré. Ah non, j'ai pas montré, je suis passé vite. D'accord? Je vais à ce moment-là rescheduler la fiber. Notez que les fibers, elles peuvent bouger d'une thread à l'autre aussi. D'accord, ça marche. Parce qu'on reschedule sur le pool de thread, donc on va reprendre une thread qui est disponible. Ça peut bouger, techniquement, d'une fiber à l'autre. D'accord? Donc si on regarde, on a du code où il suffit de changer les new threads par des new fibers. Alors c'est pas new fiber, c'est une méthode statique qui s'appelle fiber.schedule, mais ça fait la même chose. D'accord? Et automatiquement, mon code qui devait utiliser plein de threads, maintenant il va utiliser qu'un nombre fini de threads et plein de fibers. D'accord? Donc c'est quoi la différence entre une fiber et une continuation? Bah, techniquement, une fiber, c'est quelque chose qui va contenir une continuation, et dès que j'ai un appel bloquant, je vais yielder, d'accord, en disant « pas moi ». J'ai essayé de faire un read, d'accord, les données sont pas arrivées, pas moi. Fais autre chose, traite un autre client pendant ce temps-là. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code du JDK, il doit être fiber aware. D'accord? Le thread.sleep, il a été modifié pour dire si tu es une fiber, alors il faut faire un yield. Faut pas bloquer. D'accord? Entre autres, actuellement, il n'y a que le code du JDK qui est fiber aware, mais quand ça sera intégré à Java, il faudra peut-être qu'il y ait un ensemble de frameworks qui, de la même façon, soient fiber aware. Mais au moins, tous les appels que vous ferez au JDK, d'accord, tous les appels bloquants, automatiquement, ils vont devenir des appels asynchrones. Alors qu'on a écrit le code de façon synchrone. C'est un peu le meilleur des deux mondes, si on regarde. J'écris mon code de façon synchrone, je me fais pas chier, d'accord, et ça s'exécute de façon asynchrone. Parce que techniquement, on considère que gérer, le fait que ça soit synchrone ou asynchrone, c'est un mécanisme que le JDK et la VM doivent faire, et pas l'utilisateur. C'est exactement la même chose que avant on faisait un malloc et un free, et maintenant on a un GC. D'accord? Avant on faisait des appels asynchrones et des callbacks. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Alors j'ai quelques limitations. J'ai un problème avec les... En Java, je peux appeler du code C, donc avoir du code C sur mon stack frame, et que ce code C, il rappelle du code Java. Et si je yield dans le code Java après, j'ai un gros problème, parce que ça veut dire que je suis obligé de décaler le code C. Et bizarrement, le code C, il aime pas trop avoir les adresses de piles qui changent. D'accord? Donc pour l'instant, ça peut être une exception. Il y a de grandes chances que ça peut être une exception tout le temps. Alors heureusement, ça arrive assez rarement. On appelle du code C en Java, mais assez rarement on appelle du code C qui lui-même rappelle du code Java. D'accord? L'autre problème qu'on a, mais qui est là un problème de l'implémentation actuelle, ça marche pas avec les synchronize. Ça marche bien avec les concurrentes lock. D'accord?
Mais ça marche pas si on bloque avec les synchronize, dans le sens où ça marche pas parce qu'il fera pas un yield. Alors pourquoi? Bah, c'est juste les synchronize blocks, c'est du code assembleur qui est écrit et qu'il n'y a encore personne qui s'est dit « Oh, je vais écrire le code assembleur qui va faire le yield ». D'accord? Mais bien sûr, ça sera fait dans le futur. Donc, pour résumer, d'accord, c'est quoi la différence entre Kotlin, JavaScript, C#? Les transformations sont faites au niveau du compilateur. Dans le cas de Kotlin, on génère beaucoup de bytecode, mais en fait, si vous regardez, c'est super rapide quand même. C'est juste que le JIT, il en a rien à foutre que vous écrivez beaucoup de bytecode. De toute façon, vous en avez déjà beaucoup, vous avez déjà des centaines de jars. C'est déjà beaucoup de bytecode. Donc si vous regardez, c'est déjà vachement efficace. Le gros problème, c'est cette histoire de suspended ou non suspended. C'est cette histoire de ma fonction, il faut que je mette suspended devant, si je veux pouvoir l'exécuter dans un bloc async et qu'elle fasse elle-même, qu'elle exécute elle-même une opération qui est suspended. D'accord? Actuellement, le projet Loom, donc c'est pas un JDK qui est réalisé, d'accord? Vous l'utilisez pas en prod, d'accord? C'est pas parce que ça marche sur mon laptop que ça marche, d'accord? Ça demande à patcher la VM. Notez que patcher la VM, c'est pas gênant, hein. La VM, elle a tendance à changer beaucoup, d'accord? Entre la version 7 et la version 8 de Java, il y avait 30% du code de la VM qui avait changé. C'est le plus qu'il y a eu, d'accord? Actuellement, Loom, il est plus lent que Kotlin. Pourquoi? Bah parce que le yield qui recopie, d'accord, et le run qui remet dedans, c'est des trucs qui ont été écrits en C. Et si vous regardez, péter une exception, bah ça va être optimisé par la machine virtuelle, par le JIT. Et donc vous aurez un code spécifique au moment où vous faites le yield. Donc un des trucs qui doit être fait, c'est faire en sorte que le yield, d'accord, le code qui fait yield dans la machine virtuelle soit aussi généré par le JIT. Donc en termes de perf, ça sert à rien d'essayer de tester, d'accord? On sera nettement moins bon que Kotlin. Alors, nettement moins bon, c'est 2 fois moins bon, hein, c'est pas non plus l'enfer, d'accord? Et ça nous permet d'avoir un seul monde, et pas de se bagarrer entre le monde des vivants et le monde de l'enfer. Pardon, le monde des vivants et le monde des suspended fonctions. D'accord? Notez qu'on n'a pas résolu tous les problèmes en Java, hein, puisqu'on a toujours des checkés d'exception à la con. D'accord? Est-ce que la programmation réactive c'est mort? Non, parce qu'il y a plein de trucs que fait la programmation réactive en termes d'API dont on aura besoin. D'accord? Même si on a nos appels qu'on écrit de façon synchrone et qui font des trucs asynchrones. On a tout le mécanisme de back pressure, d'auto-retry et ainsi de suite. D'accord? Qui sont toujours des trucs vachement importants. Mais on peut l'avoir écrit sous forme d'API synchrone. On écrit de façon synchrone. Et on débuggera de façon synchrone. Ouais. D'accord? Donc voilà, on veut pas avoir le monde des vivants et le monde des morts. D'où le Doom dans le titre. Ouais, c'est un peu loin. Et avez-vous des questions, sachant que j'ai plus de temps? Ah ouais, quand est-ce que ça va être dans le JDK? Parce que ça, faut toujours répondre à cette question. Quand ça sera prêt? Et bah voilà, venez me voir si vous avez d'autres questions.